Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Dans cette turpitude qui vous caractérise aujourd'hui, en ce qui concerne l'activité politique française. Mais je crois que, très sincèrement, quand les choses s'apaiseront et qu'on repensera tout ça, on se dira quand même, c'est allé vachement loin. Vachement loin, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons d'un côté une France hargneuse. Une France hargneuse, une France qui se rend compte qu'aujourd'hui, sa vertu, sa bien-pensance, sa capacité prompte à croire qu'elle est le bon côté. Elle est le côté de la lumière. Aujourd'hui, cette France-là, elle est menacée. Elle est menacée par une autre France, une France plus traditionnelle, une France peut-être plus patriotique, une France qui veut désormais qu'on remette de l'ordre, de l'éthique, de la sécurité. Une France qui veut la solidarité, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Une France qui veut qu'on soit un peu plus éthique sur la façon de dépenser l'argent public. Cette France qui a fermement l'intention de retirer à certaines personnes ce pouvoir, ce levier qu'ils ont de croire que ils sont les pères de la morale. Ces descendants, on va dire, ces descendants des 68 arts. 68 arts qui ont certes fait évoluer les mœurs de notre société française, ont petit à petit permis à la France d'évoluer dans les mentalités, d'évoluer dans ce qui la caractérise en matière de liberté, et abandonner finalement ce que l'on qualifie aujourd'hui de vieille France. Une vieille France empreinte de vieilles traditions catholiques, d'une certaine hypocrisie, d'une certaine rigueur, déjà plus ou moins entamée d'ailleurs par la culture américaine exportée dans la période post-Seconde Guerre mondiale. Toute la génération baby-boom qui a bénéficié de cet esprit de liberté, ce que Couchard appelle la culture flipper, c'est-à-dire toute cette incrémentation de cultures américaines dans la société française qui à un moment donné devenait totalement incompatible avec ce que l'on tentait ou que certains voulaient tenter préserver. Au fil du temps, on a quand même réussi à faire évoluer les mentalités, à s'imposer une certaine balance, un certain équilibre qui a fait que la diversité, les communautés ont petit à petit pu enfin vivre librement, voire même être protégés par la loi, voire même avoir les mêmes droits que n'importe qui, voire même obtenir des avantages. Le mariage homosexuel, les lois contre les discriminations, tant dans l'entreprise que dans l'espace public. Bref, on était dans une orientation qui, justement, permettait à la France de pouvoir s'enorgueillir, par rapport à d'autres pays, d'avoir un juste équilibre. Un juste équilibre du fait que la France est l'un des rares pays où la religion n'a pas d'influence. Enfin, ça, c'était avant. Parce que oui, si le catholicisme a considérablement perdu d'influence dans la vie sociale, dans la vie politique, c'est une autre religion qui est en train de vouloir imposer ses lois. Et qui plus est, ces tenants sont aujourd'hui instrumentalisés ou instrumentalisent, allez savoir l'un dans l'autre, un parti politique, une idéologie politique de gauche, voire d'extrême gauche. Les socialistes, dans les années 80, avaient déjà commencé à tâter le terrain pour essayer de se capter, de se donner une exclusivité sur le vote musulman. Quand je dis
vote musulman, évidemment, c'est franco-musulman, puisqu'il faut être français pour pouvoir avoir le droit de voter. Mais il n'en est pas moins que la communauté musulmane, ce n'est pas uniquement que des Français, c'est aussi des étrangers, c'est aussi des migrants. Et que par conséquent, au fil des décennies, le politicien a également joué avec ce paramètre. Sauf que, malheureusement, à force d'ouvrir un peu trop le robinet, à force de ne pas mettre des limites, eh bien malheureusement, on en est arrivé à un point d'une dissociation, d'un dysfonctionnement sociétal avec un certain nombre d'individus qui sont à la fois étrangers comme français, qui se disent musulmans, religieux, pratiquants. Sauf qu'évidemment, la règle fondamentale que peuvent leur imposer les prêcheurs, les imams, qui plus est derrière, avec des financements, avec des soutiens associatifs, les frères musulmans, pour ne pas les nommer, ont aidé à installer en France une portion de population qui très clairement n'est pas républicaine. Sauf comment résoudre, comment traiter ce problème quand ce sont des gens qui sont des citoyens français et qui par conséquent bénéficient exactement des mêmes droits et des mêmes devoirs que n'importe quel autre. C'est pour ça que je parle de dissension, de discordance. Parce que nous n'avons pas eu le courage, nous n'avons pas eu la volonté politique d'aborder le sujet. Encore une fois, parce qu'une partie du paysage politique français avait tout intérêt à caresser dans le sens du poil cette partie de la population. En réalité, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, une grande majeure partie des Français aujourd'hui n'ont plus confiance envers le politique, n'ont plus confiance envers les promesses, les idéaux que font véhiculer un certain nombre de gens sur le plan politique. Qu'aujourd'hui, même quand vous allez dans des manifestations organisées par des groupes politisés ou idéologiques, force est de constater qu'on est souvent confronté à des gens qui sont très pointus dans ce qu'ils croient être leur réel. Mais en ce qui concerne le réel des autres, ils s'en fichent, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas en entendre parler. Qui plus est, réussir chez certaines personnes de certaines générations à leur incrémenter dans le crâne que toute inversion de valeur concernant leurs propres convictions, leur propre humanisme, leur propre droit de l'homisme, c'est forcément qu'on est d'extrême droite, qu'on est facho, qu'on est nazi, et que, du coup, eh bien, nos politiciens ont exactement suivi le même modèle que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a fini par fracturer complètement la société. La société française aujourd'hui, elle est complètement fracturée. Vous avez d'un côté des gens qui ont une certaine lucidité, une certaine raison, des gens qui ne sont pas spécifiquement, exclusivement de droite, ce sont aussi des gens de gauche, mais qui constatent tous la réalité de la société française. La réalité dans ses excès, la réalité dans ses débordements, la réalité dans ses dysfonctionnements, tant structurels, administratifs, étatiques, idéologiques, sociétaux, éducation, justice, santé. Beaucoup de Français aujourd'hui se disent « mais pourquoi ? Dans quel but ? Quelle est la raison ultime de ces décisions, de ces choix, de ces orientations que la France a vues pendant ces 40 dernières années ?» Eh bien, si vous suivez mes vidéos, vous savez pourquoi. Parce qu'il y a une volonté globaliste, il y a une volonté mondialiste de détruire les États-nations.
Aujourd'hui, à l'échelle européenne, vous avez déjà des pays qui sont à genoux, qui sont soumis. La Grèce est un pays soumis, puisque c'est un pays qu'on a mis à genoux économiquement. L'Espagne, le Portugal sont des pays à genoux. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont dépendants, tributaires de la subvention européenne. Reste la France. Alors la Grande-Bretagne, eux, ils ont compris, ils ont pris le large. Les pays nordiques, leur culture fait qu'ils s'accommodent de l'Union européenne, même si aujourd'hui certains pays commencent à y revenir. La Suède en particulier. Même si lors des dernières élections européennes, les partis européistes restent largement en tête. Mais le problème de l'immigration, les problèmes d'insécurité liés à des étrangers commencent à faire le jeu des partis d'extrême droite ou conservateurs ou ultra-conservateurs. L'Allemagne, l'AfD est arrivé second lors des élections européennes. Je crois que l'extrême droite est arrivée en tête en Autriche. Quand vous connaissez un petit peu les cultures de ces jeunes démocraties que sont la Croatie, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la Tchéquie, la Pologne, là aussi, Hongrie, Bulgarie, ce sont des pays qui ont encore une certaine fierté. Une fierté à devoir respecter des valeurs, à devoir respecter des principes, à devoir respecter leur culture. Ce que malheureusement en France, on a totalement effacé. Si bien qu'aujourd'hui, des Français qui veulent retrouver ces valeurs, qui veulent retrouver cette fierté, eh bien, se trouvent confrontés à des murs d'incompréhension, des murs d'incompétence, des murs de collusion. Tous ces idiots utiles sont les instruments de la destruction de l'État-nation que l'on appelait France. Destruction de la République, de l'intérieur. Depuis le début, Emmanuel Macron, le banquier de chez Rothschild, a été intronisé dans le système avec ce destin de devoir peut-être réussir à être président de la République, ce qu'il a réussi à être par 2 fois, par un jeu très subtil, par un scénario évident, de pousser l'extrême droite, de pousser le Rassemblement national, de pousser Marine Le Pen au second tour, parce qu'on sait pertinemment que des Français voteront non pas pour Macron, mais contre Marine Le Pen. Sauf que ce petit scénario, que Macron peut-être espérait rejouer pour les législatives, est en train de complètement foirer. Ça foire tellement que l'on voit aujourd'hui tout l'enfantillage de la société française. À tel point qu'on entend, que l'on lit, que l'on voit des comportements qui ne sont pas des comportements d'adultes. Ce sont des comportements de gamins capricieux, de gamins mauvais joueurs. Et vous avez aujourd'hui un panel d'attitudes, de propos, d'interventions, d'interviews, de critiques, où à un moment donné, vous vous dites, mais c'est puéril. J'en ai lu un encore ce matin, cette experte de l'Ukraine, de LCI, qui plaisantait sur Jordan Bardella, parce que Jordan Bardella avait, à un moment donné, dans une interview, où tout le monde, il avait un micro dans la rue, où il commençait à parler, mais voilà, il cherchait un peu ses mots. Donc il disait des vous comprenez que et ben cette experte de plateau télé de LCI s'est moquée de lui, c'est l'a critiqué sur le fait qu'il bégayait. Bégaiement égale incompétence.
Eh bien, j'ai répondu à cette dame, eh bien, écoutez, puisqu'apparemment pour vous, quelqu'un qui est bègue est incompétent, je vous invite à dénoncer Joe Biden, puisque Joe Biden est un bègue. Non mais ça, c'en est un point où aujourd'hui, ça va attaquer les racines, ça va attaquer la famille, ça va attaquer même le physique, si ça continue. Alors des fois, il y en a certains qui feraient mieux de la fermer. Quand vous avez, surtout en ce moment, on bat des records certainement sur Twitter, de gens qui font des points Godwin. Des points Godwin avec Pétain, oui, certains disent qu'on n'a jamais testé l'extrême droite, que ça serait bien qu'on teste le RN, mais si, l'extrême droite, on l'a déjà testé, et puis évidemment, point Godwin avec Pétain, etc. Sauf que ces gens-là, moi je leur dis, mais rendez-vous compte que vous êtes en train de comparer une époque contemporaine avec un parti contemporain, avec une époque où vous jugez Pétain d'être un mec d'extrême droite, alors qu'en réalité Pétain a été en majorité élu un gouvernement de collaboration par un maximum de voix de gauche, c'est-à-dire du Front populaire. En non comptant ces gens de vouloir réécrire l'histoire pour servir leur idéologie, en plus de ça, ils ne sont même pas foutus de faire attention à ces détails. Ou alors peut-être que justement, ils prennent les Français pour des abrutis et ils pensent que la simplification, l'infantilisation de l'instrumentalisation de l'histoire qu'ils font pour servir leur idéologie, pour servir leur discours, pour servir leur critique, eh bien ça passe comme une lettre à la poste. Mais ceci dit, ils auraient tort d'avoir raison, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a quand même un certain nombre d'abrutis, d'ignards. Clémentine Autain ferait mieux de fermer sa gueule, parce qu'elle a quand même un grand-père que si vous regardez sur Internet, ben on pourrait très bien lui rappeler, mais dis-moi, t'es en train de dire que le Rassemblement National, l'ex-Front National a été créé par des gens qui... mais regarde dans ta famille. Fais d'abord ton mea culpa avant de commencer à balancer de la merde sur la tête des autres. Vivement le 30 juin et le 7 juillet pour avoir véritablement le paysage populaire, politique français. Parce que oui, on vous dit 500, 600 000, 600, 700 000 manifestants dans la rue. Mais encore une fois, si vous voulez qu'on joue à la proportion, mettez en proportion ces gens qui vont manifester contre le RN et mettez-le en perspective par rapport au nombre de gens qui ont voté RN. Ben vous allez vous rendre compte que finalement, tous ces manifestants ne représentent pas grand-chose. J'ai envie de dire, quand il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, pareil. Les Gilets jaunes, il y a eu des pics. Ah oui, mais 1 million de Français dans la rue, ce n'est pas représentatif des 68 millions. Alors dans ce cas-là, appliquez cet argument au sondage. Quand un sondage vous met en tête, vous, Front populaire, eh ben on aura le droit de vous dire, oui, mais un sondage sur 1000 personnes soi-disant sélectionnées dans un panel de diversité, etc. Mais mon cul. Parce que le même jour, vous allez avoir un autre sondage qui, lui, par contre, va continuer à mettre en tête le RN. Je ne vais pas revenir comment fonctionnent les instituts de sondage. Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois. C'est dramatique. C'est dramatique parce que il reste encore 14-13 jours, je crois. Et plus on avance dans le temps, plus je suis désolé, ces gens vertueux vous prennent vraiment pour des abrutis. Ils vous prennent vraiment pour des cons. Mais à force de prendre les gens pour des cons, le danger, c'est qu'ils finissent par pousser des gens qui étaient peut-être encore indécis, mais se dire, mais ces gens nous prennent vraiment pour des abrutis, pour des cons, et paf, ils risquent de pousser en effet des gens
votez Rassemblement national. Et là, vous avez ce drame de cette gamine de 12 ans. Alors, c'est marrant puisque ça fait depuis 48 heures maintenant qu'on en parle, on ne connaît toujours pas l'identité des violeurs, des agresseurs. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, hein, ils n'ont pas annoncé que les violeurs s'appelaient François, Christophe, Jean-Édouard, tout comme ça, pour dire, vous voyez, ah, c'est l'antisémitisme blanc patriarcal. Hein. Ben non. S'ils ne me donnent pas les noms, c'est parce que peut-être, justement, ça risquerait de jouer encore plus dans la balance. Donc en effet, on joue la carte de l'antisémitisme, mais là je regardais l'émission de Pascal Praud. Pendant toute l'émission, il y avait Jubovic, là, qui est le mec du CRIF. Ils font extrêmement attention de ne pas faire ni le raccourci ni l'amalgame. Mais ils laissent sous-entendre justement ce problème. Ils disent, on a le sous-entendu, il dit, vaut mieux pas qu'on sache si les agresseurs sont des gamins issus de l'immigration, musulmans, qui s'appellent Karim, Rachid, Woudé, etc. Parce que là, bah, ça serait du pain béni. Donc je ne sais pas si l'identité des gamins va être publiée ou pas. Vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas. Parce que voilà, oui, l'antisémitisme en France, bah, il devient systémique. Mais systémique pas dans le sens de ce qu'aujourd'hui le Front Populaire et les LFI voudraient jouer la carte. Oui, mais regardez, c'est l'antisémitisme blanc. Blanc, franchouillard, d'extrême droite. Alors que non. Majoritairement, l'antisémitisme qui sévit aujourd'hui en France est un antisémitisme, et je vais le dire, et je me permets de le dire parce que ma vidéo de toute façon ne sera pas vue par grand nombre, et que ma chaîne ne représente rien, c'est un antisémitisme musulman. Je le dis. Et je pense que quiconque me dira le contraire, il a intérêt à avoir des sacrés arguments. Parce que si vous voulez qu'on joue à la statistique des actes antisémites en France, alors oui, la statistique ethnique est interdite. Mais si vous prenez tous les procès-verbaux des procédures judiciaires et que vous regardez les noms des mises en examen, des personnes concernées, des personnes incriminées, ben, il ne va pas y avoir photo. Et oui, des actes antisémites commis par des Jean-Pierre, par des Charles-Édouard, il y en a. Mais ça représente peanuts. Mais à l'occasion, si les médias réussissent à en choper un, on va monter une montagne, on va faire toute une montagne pour légitimer l'argument de l'extrême droite de l'antisémitisme blanc, patriarcal, chrétien, franchouillard, etc., etc. D'extrême droite. Attention aux certains actes. Des actes antisémites qui sont commis par des gens qui apparemment sont payés par la Russie, par exemple. Ah oui, bah oui, la Russie. L'interventionnisme russe, rendez-vous compte, vous voyez, c'est la preuve que les Russes sont des méchants. Non. C'est la preuve que tout problème sociétal d'un pays qu'un État n'est pas capable de résoudre, n'est pas capable d'affronter, eh bien oui, des forces extérieures vont se servir de ça, vont instrumentaliser ça, pour peut-être vendre une idéologie, peut-être vendre l'argument d'obliger les Français à ouvrir les yeux sur des réalités. Alors des réalités maquillées, des réalités manipulées, ça oui, bien sûr, il y en a. Mais je pense qu'en France, les Français, d'une manière très générale, d'une manière très globale, ne sont pas suffisamment cons pour tomber dans les pièges. Maintenant, la question est de savoir, le 8 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je rappelle, il y a les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où d'ailleurs certains sportifs commencent à arriver et il y a des retours sur les installations du village olympique. Par exemple, les fameux lits avec la literie en carton, soi-disant écologistes, il y en a, ils n'apprécient pas tellement.
puis, il y a aussi le fait que l'élection législative va se dérouler en plein départ des juilletistes. Sauf que, apparemment, il semblerait que dans certaines mairies, on constate une recrudescence de demandes de documents pour pouvoir permettre le vote par procuration. Seulement, ces gens qui demandent des votes par procuration, est-ce qu'ils vont voter pour faire barrage au Rassemblement national ou est-ce qu'ils vont voter Rassemblement national? En fait, oui, il y a eu l'élection européenne. Oui, l'élection européenne peut éventuellement donner un paysage. Mais est-ce que ce paysage va se confirmer aux législatives? Et la preuve en est, c'est que si Jordan Bardella aujourd'hui affirme qu'il faut qu'il ait une majorité absolue, il faut qu'il ait plus de 270 sièges. S'il n'a pas les 270 sièges, apparemment, il ne serait pas intéressé pour devenir Premier ministre. Alors oui, 28 ans le gamin, mais déjà il est conscient. Il est conscient de la réalité. Il est conscient de la réalité que si le Rassemblement national n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien en effet, le pays va devenir ingérable. Et finalement, on se retrouverait dans la situation de ce qu'a été la 4e République, c'est-à-dire des multidivergences dans la représentation nationale qui influent sur le système étatique, sur les décisions, sur les votes, sur les présidents. D'où la raison pour laquelle Charles de Gaulle, en 1958, va mettre en place la 5e République avec le vote présidentiel au suffrage universel direct. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il a raison, Bardella, en disant que ça ne servira à rien d'être à Matignon s'il n'a pas de majorité absolue. Seulement, obtenir une majorité absolue, je rappelle, c'est plus de 270 sièges, c'est un gros challenge. En revanche, si jamais il atteint ces 270 sièges, là, le vote, il est indiscutable. Que vont faire les gens de gauche? Que va faire l'extrême gauche? Ils n'auront pas d'autre solution. Ils n'auront pas d'autre solution que de foutre le bordel dans le pays. Parce que c'est des mauvais joueurs. Parce qu'ils n'accepteront pas le vote des Français. Advienne que pourra. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et méditez sur la question.